Des balles déchirent le champ de bataille, les capitales des États sont en feu. Les forces du Sud avancent et affrontent les ennemis du Nord. Mais nous ne sommes pas en 1865, c'est aujourd'hui, et l'Amérique se déchire elle-même. 50 États, 50 armées. Que se passerait-il si chaque État américain faisait la guerre aux autres? C'est le plein été. Près de la frontière Texas-Oklahoma, sur la Interstate 40, un convoi de la garde nationale du Texas transporte du pétrole brut du bassin permien vers Amarillo. Ce trajet censé être routinier leur échappe cette fois-ci. Des miliciens de l'Oklahoma revendiquant la souveraineté sur une ancienne autoroute fédérale ont posé des explosifs improvisés sur près de 5 km. 17 gardes du Texas morts. Avant la nuit, le pétrole brûle 3 jours, visible de l'espace. Soudain, la seconde guerre civile américaine débute. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur ce qui pourrait arriver si l'Amérique se retournait contre elle-même. L'effondrement total du gouvernement a provoqué une anarchie constitutionnelle dans tout le pays. Les gouverneurs découvrent qu'il n'y a plus de président, de congrès, ni de cour suprême, et personne pour les empêcher de proclamer leur indépendance de la République. À travers tout le pays, le même scénario se déroule dans les 6 heures, suivant l'affrontement à la frontière du Texas. Chaque État active sa garde nationale. Ce ne sont pas des soldats du dimanche jouant à la guerre, mais des hommes animés d'un véritable sens du devoir. Les armureries émergentes s'ouvrent et les moteurs rugissent. La garde nationale devient l'armée personnelle de chaque gouverneur. Avec des Abrams sortis des usines du Texas, des Blackhawks survolant la Californie et des Humvee traversant l'Ohio, ils vont être déployés pour une mission qu'ils n'auraient jamais imaginée. La Californie compte environ 24 000 membres de la garde nationale, appuyés par des Marines et marins de San Diego. Le Texas a près de 20 000 gardes nationaux et 2 divisions blindées à Fort Cavazos et Bliss. New York, la Floride et la Virginie mobilisent escadrons de chasse, flottes navales et forces spéciales initialement prévues pour l'étranger. Les petits États déploient des bataillons plus légers, mais tout le monde commence soudainement à compter ses stocks d'artillerie, de drones et de munitions. Autrefois vaguement réservée aux situations d'urgence, la chaîne de commandement s'effondre vers le haut. Autrefois unie, la puissance militaire est aujourd'hui divisée en 50 généraux rivaux, chacun avec ses drapeaux, ses ordres, sans autorité supérieure. La force totale de toutes les unités de la garde nationale réunies s'élève à plus de 443 000 soldats marins et aviateurs. C'est plus de 4 fois la taille de toute l'armée britannique. C'est plus du double de la Bundeswehr allemande. Et maintenant, ils ne reçoivent plus d'ordre de Washington, parce que Washington n'existe plus. Après l'affrontement à la frontière Texas-Oklahoma, le chaos se propage plus vite que toute armée. Le Texas accuse l'Oklahoma de terrorisme et envoie des troupes, tandis que l'Oklahoma parle de défense et sollicite des alliés. Les gouverneurs de Louisiane, Arkansas, Kansas et Nouveau-Mexique mobilisent préventivement leurs gardes, redoutant une extension de la violence. Les lignes d'urgence fédérales restaient sans réponse. Le North American Aerospace Defense Command, la Federal Emergency Management Agency, et le bureau de la garde nationale gardent le silence. Des rumeurs circulent sur tous les réseaux sociaux, affirmant que le président est mort, que le vice-président a fui et que le Pentagone a été victime de sabotage. Dans ce vide, chaque gouverneur redoute le pire. Ils sont totalement seuls. Bien sûr, c'est absurde, mais une fusillade sur le I-40 a soudain déclenché une réaction en chaîne nationale. 50 armées indépendantes, toutes persuadées de l'hostilité des autres et agissant par peur, avant d'être confrontées à la réalité. La garde nationale forme la base de la résistance blindée, appuyée par la police d'État et la patrouille autoroutière. Passé du contrôle de la circulation à la surveillance des frontières, les autorités portuaires et le département des transports ferment les portes. Ils installent des barricades et prennent les relais routiers comme point de contrôle. Les forces de défense protègent les barrages, hôpitaux et centres d'appel pour permettre à la garde de manœuvrer. Le commandement est personnel. L'adjudant général devient maréchal de campagne. Les shérifs de comté pour les responsables municipaux des situations d'urgence sont intégrés dans un seul organigramme de commandement des incidents, affiché sur le mur du centre des opérations d'urgence. Les couvre-feux, le rationnement du carburant et les restrictions de déplacement sont publiés en quelques heures. Tout devient très sérieux avant même que quiconque ait la moindre idée de ce qui se passe. Ces professionnels armés vont bientôt opérer sur le champ de bataille le plus armé du monde, une expérience unique. Les Américains possèdent plus de 393 millions d'armes à feu, soit la moitié du total mondial des armes légères détenues par des civils. On compte environ 120 armes à feu pour 100 habitants et davantage que le Yémen, la Serbie ou toute nation de l'histoire. 42% des foyers américains ont une arme à feu et plus de 70% au Montana, Wyoming et Alaska.
Les gouverneurs savaient qu'ils pourraient facilement former des milices armées si la liberté des citoyens était menacée. Les volontaires préparaient déjà les écussons. Ne me marche pas dessus. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils allèrent vraiment se lancer dans cette aventure. La plus grande insurrection armée de l'histoire et qui est, avec des millions de AR, 15 de fusils et de pistolets choisissant leur camp. Chaque magasin Cabela's devient un arsenal, chaque salon d'armes un centre de recrutement, et chaque père de banlieue avec sa collection d'armes un combattant potentiel. Le principal combat stratégique concerne l'information. Les directions des systèmes d'information isolent les réseaux, tandis que les gouverneurs contrôlent les centres de fusion et demandent des flux en direct des caméras de circulation, grues portuaires et opérateurs électriques. L'économie s'effondre au contact, les banques fermant leurs portes pour éviter les ruées et les réseaux de cartes s'étant limités en quelques heures. Les seuls prix qui comptent sont ceux du diesel, de l'eau potable et des calories. Beaucoup questionnent les armes nucléaires. Elles existent, mais restent inutilisables. Les missiles balistiques intercontinentaux du Montana, du Dakota du Nord et du Wyoming, les sous-marins nucléaires et les escadrons de bombardiers sont contrôlés par le gouvernement fédéral, soumis à un double contrôle, des autorisations et un réseau de commandement national aujourd'hui fracturé. Les États peuvent gesticuler, encercler les bases ou couper l'électricité commerciale, mais ils ne peuvent authentifier un lancement. Les armes dissuadent les attaques irréfléchies contre ces bases, et pas grand-chose d'autre. Les explosions sur le I-40 brûlent encore. Quand la réaction en chaîne débute, chaque capitale d'État devient une salle de guerre. Au deuxième jour, la mobilisation bat son plein, alors que la peur se répand sans contrôle à travers le pays. Le Mississippi devient l'une des premières lignes du conflit. Lorsque l'Arkansas s'empare du pont I-40 à Memphis, affirmant qu'il empêche les expéditions de pétrole texan de contaminer le fleuve, le Tennessee riposte. Des tireurs d'élite s'affrontent sur le pont, la ligne d'horizon de Memphis rougeoyante et des barges de carburant en feu. La bataille fait 47 morts, des centaines de blessés et des millions de personnes déconcertées. La Louisiane affirme que tout le Mississippi est une voie navigable de l'État. L'Illinois répond de la même manière, avec de l'artillerie depuis la rive près du Caire. Des barges céréalières du Midwest explosent sous des frappes de drones près du Golfe sans qu'on sache leur origine. Un différend d'approvisionnement et de souveraineté devient une lutte pour le contrôle du fleuve. Lors du premier affrontement multi-État de cette guerre sur la côte ouest, la Californie se barricade en forteresse. Le gouverneur ordonne à la garde nationale de sécuriser l'I-5 au nord et au sud, avec des points de contrôle à la frontière de l'Oregon. L'Oregon proteste, naturellement. Les routiers, qui tentent de livrer du blé depuis l'est de l'État de Washington, sont refoulés lorsqu'un convoi refuse l'ordre de s'arrêter. Près de Reading, Californie, des gardes tirent, détruisant 5 camions et leurs chauffeurs dans des décombres en feu. Cette nuit, l'Oregon mobilise 6000 gardes nationaux, envoie des blindés à Klamath Falls. Seattle et Portland imposent un couvre-feu. Pendant ce temps, le gouverneur de Californie intervient en direct à la télévision pour déclarer qu'aucune marchandise, eau ou nourriture ne traversera la frontière de l'État sans supervision. Au nord, pour les Californiens, cela ressemble à un embargo. Pour eux, cela ressemble à une question de survie. En 72 heures, la côte pacifique se divise en 2 réalités. La Californie, zélée et militarisée, protège sa frontière comme une frontière nationale, alors que l'Oregon et l'État de Washington s'allient pour se défendre. C'est le début de la future République du Pacifique, un bloc né non de l'ambition mais d'une pure panique. À l'est, l'effondrement change lorsque Washington, district de Columbia, plonge dans l'obscurité. L'adjudant général de Virginie prend le contrôle de Fort Belvoir et du Pentagone, déclarant une tutelle temporaire sur les biens fédéraux. Le Maryland parle de vol et envoie des véhicules de la garde sur l'I-95 contre les Virginiens. Les Virginiens sont ravis d'aggraver la situation, lançant des Hadis depuis Roanoke. Les deux forces s'affrontent au pont Woodrow Wilson, au sud de la capitale, dans une confrontation tendue. Soudain, un missile anti-char guidé frappe un camion-citerne et l'explosion tue 60 personnes des deux côtés. Personne ne sait, ni ne se soucie de qui a tiré en premier. Des fusillades éclatent sur le pont et dans la campagne. La fumée qui s'élève au-dessus du Potomac pour la première fois depuis la Première Guerre civile devient le symbole de l'effondrement incontestable du gouvernement fédéral. La Pennsylvanie n'est pas du genre à rester les bras croisés en attendant qu'on lui dise quoi faire. Apprenant la guerre entre le Maryland et la Virginie, son gouverneur ordonne à ses gardes de prendre les centres ferroviaires de Norfolk Southern, alimentant l'Est en carburant. La Virginie occidentale, riche en charbon mais isolée par ses montagnes et voisins méfiants, refuse étonnamment le transit. En quelques jours, les blindés de Pennsylvanie franchissent la frontière pour sécuriser l'accès à l'énergie,
sans que les 6000 gardes de Virginie occidentale puissent les arrêter. L'invasion dure 2 jours. Morgantown brûle, convoi de charbon. Thunder East escorté par la Pennsylvanie. Les Appalaches deviennent un corridor de trains détruits, de fumée et de loyauté brisée. Au cœur du pays, tout le monde a faim, avant même que les tirs ne les atteignent. Les silos de l'Iowa renferment 24 milliards de boisseaux de maïs. L'Illinois, 23 milliards de plus. Et le Nebraska, environ 15 milliards de plus. Tous les États voisins le savent, ainsi que tout le monde au-delà du Mississippi. Au 4e jour de l'effondrement du système alimentaire à Chicago, le gouverneur déploie la garde nationale pour protéger les voies ferrées. Le Missouri fait de même. Au pont de Quincy, des gardes du Missouri traversent avec des camions de céréales quand les troupes de l'Illinois tirent. 15 personnes meurent alors que les céréales se répandent sous l'asphalte et prennent feu. Le Kansas, armé mais anxieux, ferme le I-70 et l'autoroute menant à Topeka, invoquant des préoccupations de biosécurité. C'est un prétexte pour instaurer un blocus empêchant l'entrée des réfugiés, alors qu'ils affluent par millions sur les routes américaines. D'ici la fin de la semaine, le Missouri, le Kansas, l'Iowa et l'Illinois organisent des barrages routiers entre eux. Les agriculteurs du Midwest dissimulent leurs récoltes dans des hangars et greniers. Le grenier à blé de l'Amérique est devenu un patchwork de silos armés. Pendant ce temps, dans le grenier poli de l'Amérique, quelques États regardent l'apocalypse avec la perplexité propre au Midwest. Le Wisconsin souligne l'importance du dialogue entre voisins. Le Minnesota mobilise la garde nationale. Le gouverneur du Dakota du Nord déclare la loi martiale. Le Dakota du Sud observe les événements se dérouler dans le Sud. Les choses deviennent très sérieuses et s'intensifient à la frontière entre le Texas et l'Oklahoma. L'affrontement n'est qu'une étincelle. L'accès à la ceinture pétrolière du Golfe est la vraie tempête. La garde du Texas renforce le chenal maritime de Houston. Sachant que c'est la bouée de sauvetage pour 40% de la capacité de raffinage du pays, le gouverneur de la Louisiane panique à son tour, privé d'accès aux raffineries. La Nouvelle-Orléans se retrouve à sec en seulement quelques jours. Quand les troupes de Louisiane prennent Port-Fourchon et l'embouchure du Mississippi, bloquant les exportations texanes, le Texas réplique par son « Ne me cherche pas ». Des F-16 du 149e escadron filent à l'est et larguent des bombes de précision. Sur un dépôt de carburant en Louisiane, près de Lake Charles, 2 raffineries partent en flammes, tandis qu'un nuage toxique se répand sur le bayou. 1000 civils meurent dans l'enfer. Le Golfe devient le théâtre de la première grande bataille navale de la guerre. Des plateformes offshore sont réquisitionnées comme des forteresses flottantes, occupées par des ouvriers du pétrole devenus soldats. Les flottes de pêche du Mississippi sont reconverties en vedettes de patrouille d'ici la fin de la semaine. La côte de Galveston à Pensacola est désormais une zone de non-droit. Des images de plateformes en feu, de pétroliers échoués et de nappes de pétrole sur 160 km envahissent les réseaux sociaux, documentant tout le chaos. Alors que la fumée retombe sur la première semaine de la guerre, chaque région revient à ses anciens instincts. Les Texans prenant le commandement, certains qu'une action rapide vaut mieux qu'hésiter. Les Californiens centralisent, transformant les crises en tableaux Excel et en centres de commandement, tout en prêchant la durabilité. Au milieu des ruines, les habitants du Midwest s'abritent discrètement et partagent la nourriture avec leurs voisins. En Nouvelle-Angleterre, les habitants rédigent pactes et déclarations morales. Les sudistes se regroupent autour des églises, des shérifs et dans les États montagneux. Fermez les grilles et attendez que ça passe. Fait intéressant, la culture devient stratégie et ses instincts tracent les frontières des futures nations. 3 jours plus tard, ce schéma de regroupement est indéniable. Les États du Pacifique savent que l'isolement les menace plus que la guerre, alors la Californie, l'Oregon et Washington lancent des pourparlers d'urgence. Ils ont créé la République du Pacifique pour unir la côte ouest, partager les ressources et assurer une défense commune à l'ouest des Rocheuses. Pour ne pas être exclu, le Texas intimide ses voisins pour créer une coalition. La Louisiane, l'Arkansas, l'Oklahoma et le Nouveau-Mexique concluent des accords d'entraide contre pétrole, céréales et carburant. La première réunion du pacte énergétique du Sud a lieu dans une salle de réunion à Houston, éclairée par des générateurs. Le corridor du Nord-Est se rassemble autour de l'axe de transport survivant de Washington à Boston. Finances, transport maritime et industrie pharmaceutique sont désormais réunis. On les nomme tous l'Union des États Atlantiques, mais on dit simplement le corridor. Le Midwest devient le bloc du grenier à blé, uni par la nécessité commune plutôt que par l'idéologie. Les gouverneurs de l'Iowa, du Nebraska, de l'Illinois et de l'Ohio déclarent une zone de libre-échange agricole, protégée par des convois armés sur les autoroutes et dans les hautes terres. Le Colorado, le Montana, le Wyoming et l'Idaho ne signent rien. Ils n'en ont pas besoin, leurs montagnes sont leurs traités. En 2 semaines, les États-Unis sont passés d'un effondrement total à 5 nations naissantes, chacune se croyant agressée par les autres.
Après un mois, la carte ressemble à de la peinture renversée. La République du Pacifique va de San Diego à Seattle. La coalition texane domine un triangle de pétrole, céréales et arrogance au centre. Les fronts se stabilisent autour du Mississippi, de la Sierra Nevada et des Appalaches, chacun divisé en zones armées. Les réseaux électriques s'isolent, l'espace aérien reste disputé, mais les combats continuent. Le chaos s'est finalement organisé. Le rêve californien de s'autosuffire disparaît dès la première sécheresse. La Central Valley, jadis garde-manger de l'Amérique, se flétrit, privée de l'eau du Colorado. Désespéré, l'arpent. La République du Pacifique lance l'opération Horizon Vert, avançant à l'est via le Nevada et l'Arizona pour prendre les canaux d'irrigation et le barrage Hoover. C'est l'une des premières guerres d'hydratation documentées. L'offensive débute à l'aube. Les convois de la garde de Californie foncent parmi les panneaux solaires du Mojave. Camions diesel surchargés de troupes et drones artisanaux. Les défenseurs de l'Arizona, postés derrière des crêtes, utilisent des missiles anti-chars récupérés des dépôts de l'armée de l'air. Arrivés au premier goulet d'étranglement sur la route américaine 93, les Californiens voient le désert exploser. 3 heures après, l'autoroute est couverte de véhicules en feu et de corps à demi enfouis dans la poussière rouge. L'offensive s'arrête malgré la résistance tiède. Le gouverneur de l'Arizona prononce un discours de victoire en direct, debout sur des bouteilles d'eau sur le parking d'une station-service. 2 jours après, il signe un traité avec le Texas. Le fleuve Colorado passe alors sous le drapeau de l'étoile solitaire. À l'est, le corridor du nord-est vacille. Diesel, nourriture et médicaments se font rares. Le port de Norfolk, en Virginie, est la dernière grande base navale de l'Atlantique capable d'opérations en eau profonde. Il est également à mi-chemin entre 2 coalitions qui se croient toutes 2 propriétaires. La Virginie, alliée au Texas, demande la reddition de la flotte, refusée par le nord-est. Ensuite, les marins font leur propre choix, décidant de barricader la base et de se déclarer neutre. Norfolk hisse l'ancien drapeau américain au-dessus des quais, devenant brièvement une république flottante avec quelques navires, des milliers de marins et un serment de stricte neutralité. Ce serment dure jusqu'au jour de paix. Prévisible, non ? Quand carburant, nourriture et argent manquent. Les marins vendent la moitié des destroyers contre du pétrole brut. Le reste déserte au Texas après dissipation de la fumée. La flotte de l'Atlantique est devenue celle du Golfe, et le Nord-Est a perdu sa protection navale. Alors que le Texas renforçait son pouvoir dans le Golfe, la Floride menait une guerre civile interne. Au début, l'indépendance de la Floride se passe étonnamment bien. Il dispose de ports, du tourisme, de réserves de liquidités et de la base aérienne MacDill avec son infrastructure de commandement. La milice des hommes de Floride s'est alors formée, réunissant 1000 hommes, shérifs adjoints en congé, anciens marines et patriotes pieds nus, armés de voiturettes de golf, de bière et d'une foi inébranlable en leur destin. Leur premier acte héroïque d'autodéfense est de réquisitionner Disney World comme forteresse, le déclarant « Royaume libre d'Orlando ». Les attractions sont gratuites, pendant 1 semaine seulement. Le public a trop peur pour quitter sa maison. La deuxième priorité est de tenter une nouvelle attaque amphibie contre Cuba pour la libérer avant le Texas. Ils ne dépassent jamais les Keys. La plupart de leurs hydroglisseurs tombent en panne d'essence. Un groupe envahit par erreur la mauvaise île et occupe brièvement un complexe Sandals. Le Texas n'aurait rêvé meilleure diversion. Alors que les Floridiens filment leurs déboires, la coalition texane prend Tampa Bay, bloquant le carburant de la Floride. 2 semaines plus tard, l'État du Soleil se rend, épuisé et désorganisé pendant des mois. La Confédération des Grands Lacs gère bien sa neutralité. Ils vendent du grain à tout le monde à des prix équitables, et personne ne veut mordre la main qui les nourrit de fromage. La neutralité en temps de guerre signifie simplement devenir une cible plus tard, quand le Texas achète le maïs de l'Iowa à prix élevé. La République du Pacifique panique. La Californie ne peut plus cultiver de laitue ni de maïs. La deuxième année, le Pacifique tente une mission commerciale risquée à travers les montagnes pour négocier avec le Midwest. Mais la neutralité a ses limites. Lorsque le convoi californien atteint le Nebraska, il est pris en embuscade par des agriculteurs locaux. De toutes choses. On disait que les Californiens payaient en crypto-monnaie et crédit vert. Mais au Nebraska, on préfère le diesel au numérique. Le convoi est dépouillé, ses escortes humiliées. La mission s'effondre dans une ambiance de rancœur. La crise alimentaire en Californie devient catastrophique. En automne, la guerre du maïs devient un tueur silencieux dans le bloc Pacifique, où 40% de la population survit grâce aux rations. Des employés de la tech troquent des cartes graphiques contre des sacs de céréales. Malgré sa richesse et son industrie, la Californie meurt de faim, et le Texas le sait. Dès la 3e année, le chaos devient une routine commerciale. Les caravanes avancent, escortées par l'armée, surveillées par des drones, tandis que de nouvelles frontières émergent et que les radios pirates font office de journaux nationaux. Les Grands Lacs,
et les territoires montagneux restent les seules régions où les trains sont encore à l'heure. Ailleurs, la peur impose le rythme. La coalition du Texas regroupe maintenant 14 États, dépassant les rêves les plus fous de nombreux Texans. L'empire de l'étoile solitaire s'étend des marais de Louisiane au désert d'Arizona. Empire, cependant, n'est en réalité qu'un mot vague pour désigner une chaîne d'approvisionnement, avec une armée dans l'empire de l'étoile solitaire. L'essence domine. Les barils de pétrole marqués de l'étoile du Texas sont escortés au nord en convois blindés. Même le nord-est le rachète, payant en antibiotiques et insuline synthétique. La République du Pacifique subsiste, surtout par rancune envers le reste. Le Texas et ses vassaux tiennent les ports, bourdonnent d'un commerce prudent avec l'Asie, mais la vallée centrale est un désert de poussière. L'Oregon et l'État de Washington murmurent à propos d'une sécession de la sécession. Après des incendies ayant détruit Los Angeles, la capitale de la Californie est déplacée à Sacramento. Ce n'est plus vraiment une nation, mais plutôt un réseau de cités-États unis par le désespoir et des projets de dessalement. Pendant ce temps, les territoires montagneux restent calmes, et le Colorado, le Wyoming, l'Idaho et le Montana transforment charbon, gaz et engrais en fortune. Leurs cols de montagne servent de péage, tout convoi traversant les Rocheuses paie en or ou en marchandises. Aucune troupe de ces États n'a tiré depuis un an. Ils n'en ont pas besoin, la géographie combat pour eux. En début d'année, 4 satellites encore actifs montrent clairement la Nouvelle-Amérique depuis l'espace. Le continent brille de façon inégale, le Texas resplendit, ses raffineries sont toujours en activité, la Californie est plongée dans l'obscurité. Hormis une bande urbaine côtière, le nord-est n'était qu'une suite de points lumineux sur la côte. Les grands lacs scintillent faiblement sous l'industrie. Les Rocheuses, noires, sont cachées sous l'hiver et le silence. Les derniers foyers de la guerre surgissent par épuisement. En Louisiane, une explosion de pipeline près de Bâton Rouge tue 2000 personnes et bloque les exportations de carburant du Texas. Pendant des mois. En Californie, la sécheresse cède la place à une famine incontrôlée, et le gouvernement commence des migrations forcées vers la côte. Dans le nord-est, l'hiver tue un demi-million de personnes, alors que les réseaux électriques gèlent, et que le diesel vient à manquer. La Confédération des Grands Lacs ouvre ses frontières aux réfugiés jusqu'à l'arrivée du choléra, puis les referme. Même les montagnes subissent la pression. Les convois de péage du Colorado sont attaqués par des bandits déguisés en humanitaires. Train de charbon du Montana déraille, victime de sabotage. L'isolationnisme atteint ses limites face à la faim. À la 5e année de la guerre, les survivants en ont assez. L'Empire du Texas stabilise le continent par défaut, et non par choix. Son pétrole alimente les générateurs. De Chicago à Boston, ses soldats sécurisent les routes commerciales que nul autre ne peut défendre. Quand les envoyés étrangers reviennent, ils atterrissent tous à Houston. Washington n'existe plus. Au final, l'animosité des États les uns envers les autres finit simplement par ne plus avoir d'importance. La majorité des anciens gouverneurs à l'origine du conflit sont maintenant morts, assassinés ou remplacés par de jeunes dirigeants enthousiastes. La République du Pacifique signe un accord avec la Chine. La Confédération des Grands Lacs collabore avec le Canada pour les droits sur l'eau. L'Union du Nord-Est devient les États atlantiques et essaie sans succès d'intégrer l'Union européenne. Le Texas, toujours soucieux de sa réputation, abandonne complètement le mot coalition et se nomme simplement la République du Texas. Encore une fois, dans le sud, la milice des hommes de Floride, ou ce qu'il en reste, organise un dernier acte de défi. Ils détournent un paquebot à Miami, le proclament territoire floridien et partent vers les Caraïbes, diffusant de la musique country et des théories du complot jusqu'à ce que le signal disparaisse à jamais. L'ancienne Amérique a disparu, mais son sens de l'humour survit. Une guerre civile moderne serait chaotique, mais si la première s'était terminée autrement? Regardez États-Unis d'Amérique Today. Découvrez à quoi ressemblerait une Amérique où le Sud aurait gagné la guerre de sécession. Ou cliquez sur cette vidéo.